Connais-toi toi-même. On a tous déjà entendu cette phrase en cours de philosophie ou ailleurs. Mais que veut-elle vraiment dire ? Et au-delà de sa définition, quel est l'intérêt, pour soi et pour le monde, de mieux se connaître ? Avec cette série, j'ai envie de vous partager des chemins de transformation personnelle, en donnant la parole à des femmes et des hommes qui ont accepté de nous raconter un bout de leur histoire. Parce que se connaître soi-même n'a rien d'un acte égocentré, au contraire. J'ai la conviction profonde qu'en changeant notre rapport à nous-mêmes et en faisant la paix avec notre histoire, nous pouvons développer des relations plus harmonieuses et par extension, avoir un rapport plus respectueux et sain avec le monde qui nous entoure. En tant que psychologue, je m'intéresserai bien sûr au processus thérapeutique. Mais la thérapie n'est pas la seule voie possible de transformation. C'est pourquoi dans cette série, vous entendrez aussi des récits de voyages, d'expériences inédites, parfois bouleversantes, qui ont eu un impact significatif dans la vie de mes invités. Vous écoutez Connais-toi toi-même, une série du podcast La Psy, c'est pour les fous. Avant de donner la parole à mes invités, j'ai d'abord voulu faire un léger détour. Connais-toi toi-même est une phrase qui nous vient du monde de la philosophie. Il me semblait donc logique et pertinent de questionner un expert, un philosophe donc, sur son sens premier et sur sa lecture plus contemporaine. Pour le prologue de cette série, je me suis adressée à Maxime Rovert, que j'ai découvert grâce aux capsules vidéo de Brut Philo. Il a accepté bien volontiers de s'entretenir avec moi au sujet de cette phrase « Connais-toi toi-même » qu'on attribue souvent à Socrate. Je me doutais bien que les représentations que j'avais de cette assertion seraient peut-être un peu différentes de la réalité. Et j'avais vu juste. Connais-toi toi-même, on l'associe à la philosophie, mais en réalité, c'est un oracle d'Apollon. C'est quelque chose, c'est pas exactement religieux, c'est plutôt une phrase qui est une recommandation d'un dieu envers tous les mortels. Dans la Grèce antique, on considère que les humains ont une âme qui est la sœur des dieux. Et cette âme, en entrant dans les corps, elle oublie ce qu'elle est. Tout le travail qu'aujourd'hui on appelle psychologique et parfois spirituel et peut-être même philosophique de connaissance de soi, pour les Grecs, c'était pas du tout une connaissance de soi en tant qu'individu. C'était le travail de désoubli pour que l'âme qui a tout oublié se rappelle de ce qu'elle est. Découvrir la jeunesse de cette phrase m'a beaucoup émue, parce que justement, ça allait précisément dans le sens de mon propos. L'intérêt ne se porte pas uniquement sur soi. Se connaître soi-même, c'est aussi se rappeler qu'on fait partie d'un tout, qu'on est relié à quelque chose de plus grand que soi, et aux autres, tout simplement. Donc, ce qui est beau dans ce Connais-toi toi-même, c'est qu'il est beaucoup plus vaste que ce qu'on imagine. C'est plutôt traverser les petites différences qui font que je suis moi et pas quelqu'un d'autre, pour me reconnaître comme en fait quelqu'un qui est plus que ça, quelqu'un qui a peut-être autre chose à donner au monde, quelqu'un qui n'est pas tenu de rester prisonnier de cette petite histoire-là, de ces petits comportements-là, de ces petites émotions-là. On comprend ici que se connaître soi-même n'est pas un but en soi. C'est une démarche qui n'a de sens que si elle s'inscrit dans le collectif, si ça permet de nous relier à plus grand que nous. Alors, concrètement, comment s'y prendre ? Comment est-ce qu'on y arrive ? Les philosophes ont pris au sérieux la partie connaître. Et donc, le projet philosophique initial consiste à dire, en fait, on va suivre la voie de l'intellect. Ça veut dire, on va réfléchir avec les outils dont on dispose immédiatement dans notre petite pensée, là, sauf qu'on va les raffiner progressivement, on va les corriger progressivement, parce que, en réalité, la pensée humaine est faite de contradictions. Et comme on est plein de contradictions, en fait, on a des actes qui sont pas cohérents avec nos émotions. On a des émotions qui sont pas en cohérence avec nos idées. On a des idées qui sont pas en cohérence avec le monde. Et ce jeu d'incohérence, en fait, ça crée tout un pataquès qui rend la vie difficile. Et le pari de la philosophie consiste à dire, bon alors attendez, on va faire preuve d'un petit peu de rigueur, on va réorganiser les choses mentalement. Et en réorganisant les choses mentalement, vous allez voir qu'on va avoir des comportements qui vont changer parce que nos émotions vont changer, parce que notre rapport au corps va changer et qu'en réalité, on va utiliser le levier intellectuel pour transformer l'ensemble de notre vie. Je dis souvent que philosophie et psychologie sont des disciplines sœurs. En thérapie, la démarche est exactement celle que Maxime vient de décrire. On apprend à porter une attention fine à nos pensées, à identifier nos mouvements contradictoires, nos croyances limitantes souvent. Et c'est par ce travail de conscience et de mise en mots, qu'on appelle la mentalisation, que la transformation devient alors possible. Maxime en profite pour déconstruire quelques idées reçues sur la philosophie. Et vous savez bien, vous qui commencez à me connaître un peu,
que j'aime bien tordre le cou aux idées reçues. On croit, ouais, les philosophes sont des intellos. En fait, ils oublient le corps. En fait, ils oublient les émotions. En fait, ils oublient la société. Mais non, pas du tout, au contraire. Et la philosophie, c'est la voie de l'intellect. On utilise ce médium-là comme un levier. Et évidemment, l'objectif, c'est de soulever l'ensemble de nos mondes, si je puis dire. L'ensemble des choses qui nous définissent, l'ensemble des dimensions dans lesquelles nous existons et nous rencontrons toutes sortes de problèmes. Pour essayer de se dépêtrer de ces problèmes, la philosophie, elle va changer notre manière de voir, notre manière de concevoir les choses. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que en changeant sa manière de penser, on va changer sa manière de percevoir les situations, les gens, etc. En changeant sa manière de percevoir, on va changer sa manière d'y répondre, c'est-à-dire d'abord la réponse émotionnelle, affective, et du coup, on va ressentir les choses différemment. Et du coup, en ressentant les choses différemment, eh bien naturellement, on va se comporter d'une autre manière. On n'aura pas besoin de faire ce que font les tout débutants qui veulent absolument changer leur comportement par décision de l'esprit. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. On ne change pas son comportement en décidant de changer. Il y a des rouages intermédiaires et si on apprend à les faire jouer l'un après l'autre, ça demande un tout petit peu plus de patience, mais par contre, c'est beaucoup plus efficace et c'est vraiment très spectaculaire, les transformations qu'on peut vivre à travers ça. Et Maxime nous explique que ces petits changements qui peu à peu mènent à la transformation ne peuvent pas se faire seuls. Dans un parcours philosophique, il se trouve qu'on n'est jamais tout seul. C'est marrant parce que en psychologie, c'est très évident, personne ne se soigne tout seul. On va chez un psy et même les psys sont eux-mêmes allés chez d'autres psys, sont parfois suivis en analyse de pratique par d'autres psys et donc il y a quelque chose de collectif autour de la psychologie. En réalité, en philosophie, c'est pareil. Personne ne philosophe tout seul. On philosophe principalement suite à la rencontre de quelqu'un. Il faut qu'il y ait des gens avec qui échanger, avec qui on puisse partager un espace de questionnement qui est en fait très intime. L'un des premiers enseignements philosophiques, c'est vraiment d'oser mettre en partage les questions qu'on se pose. Qu'on arrête de se les poser tout seul, qu'on arrête de croire qu'elles sont insolubles et qu'on les mette en partage avec ses amis. Au fond, on ne parle pas beaucoup de la mort entre amis. On ne parle pas beaucoup de la douleur entre amis. On ne parle pas beaucoup de, je sais pas, de sa propre définition de l'amour ou des questions comme ça très profondes qui méritent d'être explorées. Donc la pratique philosophique, au fond, c'est principalement une pratique de mise en partage de son questionnement. Si la mise en partage avec nos amis en philosophie est essentielle, dans le domaine de la psychologie, elle ne suffit pas. La différence essentielle entre un professionnel et un ami se situe dans la posture. Un ami pourra en effet vous offrir une écoute précieuse, mais cette écoute repose souvent sur la sympathie. Nos amis, bien souvent, cherchent à nous réconforter, à nous rassurer, parfois ils veulent nous contredire. Or, pour que ce partage ait un véritable pouvoir de transformation, il faut autre chose. Une écoute empathique, bienveillante, active, non jugeante. Et c'est précisément ce qui se joue dans la relation thérapeutique. L'écoute du psy n'est pas une conversation entre amis. C'est une rencontre où l'autre devient une sorte de miroir attentif, un témoin de ce qu'on est en train de comprendre de soi-même. Et je ne parle pas non plus de ChatGPT. S'il est possible d'échanger avec une IA, dénuée de toute émotion, elle ne remplacera jamais l'humanité, la sensibilité, ni même l'expérience d'une vraie personne. Maxime nous explique maintenant ce qui freine cette mise en partage. Et comme on le fait trop peu, parce qu'en en fait, nous avons peur les uns des autres, quand on commence à discuter philosophie avec des gens qui n'en ont pas l'habitude, on perçoit leur effroi et leur réticence à partager en fait notre ignorance. Parce qu'en fait, il y a quelque chose de contrariant dans le connais-toi toi-même, c'est quand même que ça suggère que tu ne te connais pas. Et évidemment, pour chacun, c'est très contrariant parce qu'on a tous tendance à dire non, ben si, je me connais, ça fait longtemps qu'on est ensemble, donc je peux te dire que je sais qui c'est, Maxime, par exemple. Et en réalité, dans le partage philosophique, il y a ce moment où on s'aperçoit que ah ouais, peut-être que je ne sais pas vraiment ce que c'est l'amour, ou peut-être que l'idée que je me fais de la mort ou de la douleur est fausse en fait, ou que là, en parlant, je vais la corriger. Et donc, cette ouverture réciproque, c'est quelque chose de fragile et de très intime, donc ça ne se passe pas forcément avec tout le monde. Je dirais que apprendre à s'ouvrir et vraiment entrer dans quelque chose et qui est le flot d'interactions à partir desquelles se définissent les individualités. Et si on devient attentif à ça, bah du coup, on va interagir avec les autres d'une toute autre manière, sans préjuger de ce qu'on est, sans préjuger de ce qu'ils sont,
sans préjuger de ce qu'on peut faire ensemble. Et de cette manière-là, en fait, on découvre une vie qui est beaucoup plus fluide, où justement, l'enjeu, c'est moins de se connaître soi-même que de se découvrir en permanence les uns les autres et les uns par les autres. Le non-jugement fait partie des fondements de notre posture professionnelle. Et dans la thérapie, ça permet de créer un espace sûr où le patient se sentira suffisamment en sécurité pour y déposer ce qu'il souhaite. Mais dans la vie de tous les jours, c'est sans doute l'un des exercices les plus difficiles qui soit. D'où l'intérêt de faire appel à des professionnels pour bénéficier de ce regard. C'est vrai que ce que montre la philosophie, c'est qu'au fond, si on veut se connaître soi-même, on ne peut pas se fier à soi-même. Sénèque dit à l'un de ses correspondants, qui s'appelle Lucilius, ne discute pas avec toi-même, tu es trop près d'un vaurien. Ça veut dire là, tu es en mauvaise compagnie avec toi. Donc c'est pas avec toi, c'est pas en te regardant toi-même, c'est pas en discutant avec toi-même que tu vas apprendre à te connaître. Il est besoin de passer par quelqu'un d'autre qui va t'apprendre à te connaître toi-même. Or justement, connais-toi toi-même, c'est dire, va trouver des outils à l'extérieur de toi et tu reviendras progressivement dans ton propre labyrinthe en bonne compagnie. Aider, accompagner, de manière à ce que tu sois pas tout le temps dans le noir et que tu n'adoptes pas les attitudes qui, à ton avis, sont des attitudes de défense et qui, en réalité, sont exactement ceux qui te rendent prisonnier de ton passé. L'intérêt, c'est vraiment de se tourner vers un avenir qu'on va pas pouvoir construire tout seul ou toute seule. Le développement personnel nous fait croire qu'à l'aide d'outils, on aurait la capacité de s'améliorer chacun individuellement. Mais ce que nous rappelle Maxime, c'est que la connaissance de soi n'est pas un exercice d'autocentrage. C'est plutôt un mouvement vers l'extérieur, un dialogue avec ce qui nous entoure. En thérapie, ce qui fait soin, c'est bel et bien la relation, ce qu'on appelle aussi de l'alliance thérapeutique. C'est la rencontre entre deux subjectivités où on apprend peu à peu à se découvrir autrement à travers le regard de l'autre. La transformation personnelle va pouvoir advenir à travers ce qu'on raconte à l'autre et ce qu'il nous permet d'entendre de nous-mêmes. C'est dans cette danse à deux, pour reprendre le lexique de l'approche systémique, qui, je vous le rappelle, est le référentiel théorique que j'affectionne particulièrement. C'est donc dans cette danse que l'individu va pouvoir faire un pas de côté. C'est d'ailleurs le nom qu'a choisi Maxime pour sa newsletter. Si les réflexions qu'il partage vous intéressent, rendez-vous sur Substack. Dans une société où on croit que la solution ne peut pas se trouver chez les autres, et du coup on se dit, bon, le problème c'est peut-être moi, et donc je vais me retourner vers moi. Mais non, ça va pas marcher non plus. Justement, le premier pas pour aller vers soi-même, c'est justement de se réouvrir à un regard autre. Au lieu de se culpabiliser par exemple de ses peurs, au lieu de se scléroser ou de se durcir autour de ses blessures, au lieu de vouloir se défendre ou attaquer, l'idée de se connaître soi-même ensemble, ça permet de surmonter l'enfermement individualiste en remettant en partage notre ignorance. C'est vraiment ça l'enjeu, parce que aujourd'hui, encore une fois, le connaître soi-même, ça peut être une réponse à une situation de désespoir. Or, justement, ça pourrait nous emmener dans la plus mauvaise des directions, c'est-à-dire dans l'impasse narcissique, où on ne fait que se regarder le nombril. Ce que décrit Maxime ici est une dérive contemporaine qui est largement influencée par le développement personnel. Le développement personnel, ça répond à une urgence qu'on peut ressentir d'aller mieux. Et toute la difficulté, c'est de pas aller mieux, c'est-à-dire pas aller mieux pour pouvoir travailler mieux, pour être plus concentré, pour être plus performant, pour être plus productif, pour être meilleur que les autres, pour être vraiment encore plus prisonnier d'un idéal de compétition que nous avons un peu trop intériorisé et dont nous savons qu'il peut devenir contre-productif. Plutôt que de chercher à être toujours plus performant, à dépasser ses propres limites et à tendre vers une meilleure version de soi-même, Maxime Revers nous invite plutôt à nous concentrer sur l'essentiel. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'interroger les valeurs, puisque, au fond, c'est en revenant à son désir le plus profond de développer de la valeur humaine qu'on peut réorienter sa propre vie. Donc, la question, c'est pas je vais pas bien, comment je peux aller mieux vite pour redevenir vite la personne que j'attends même de moi. C'est plutôt, si je vais pas bien, c'est qu'il y a quelque chose qui est mal orienté. Et donc, comment je peux réorienter mes manières de faire, de penser, de vivre pour me trouver plus centré, plus aligné, plus proche de mon désir. Et c'est de cette manière-là qu'en fait, les choses, curieusement, vont ralentir et progressivement redéfinir ce que c'est que la valeur, ma valeur. Maxime attire notre attention sur le fait que l'individu n'est pas à lui seul responsable de toutes les situations, ce qui limite en partie son pouvoir d'action.
C'est l'une des choses qu'on a reproché au développement personnel, c'est qu'il dépolitise les individus en leur faisant croire que les problèmes viennent tout le temps d'eux, alors que certains problèmes sont fabriqués à l'échelle sociale. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on trouve des solutions qui viennent de la psychologie, par exemple, en fait, elles proviennent des individus, mais elles sont immédiatement sociétales. Elles touchent immédiatement les rapports qu'ils ont les uns avec les autres. Donc au fond, il n'y a pas vraiment de différence, il y a pas d'écart entre moi et les autres. Le souci de soi, comme disait Michel Foucault, le souci de soi, c'est un enjeu politique. Alors évidemment, c'est confortable pour les politiques de faire croire aux individus que le changement ne peut venir que d'eux-mêmes. C'est oublier que nous sommes en interaction constante avec notre environnement et que d'autres facteurs, sociaux, économiques, environnementaux et culturels, pèsent tout aussi lourd dans la balance. La pensée de Maxime sur ce point est particulièrement éclairante. La manière dont on construit les subjectivités, en fait, c'est la définition même de la politique. La politique, c'est l'art de construire des subjectivités. Mais en réalité, l'enjeu, c'est toujours le même. C'est comment est-ce qu'on fabrique de l'humain. Il y a un humain dont on est suffisamment proche pour pouvoir travailler dessus. C'est ce qu'on appelle soi-même. Mais en réalité, quand on travaille sur soi-même, on ne travaille pas que sur sa petite personne. On travaille forcément sur ses interactions avec les autres. Donc du coup, on va changer les systèmes dans lesquels on se trouve. Nous sommes chacun un levier pour transformer les systèmes dans lesquels nous sommes impliqués. La famille, les amis, le travail, tout ça sont des espaces dans lesquels nous sommes imbriqués. Donc, prendre conscience de ses propres difficultés, les accepter et avancer, c'est forcément faire avancer avec soi beaucoup de monde. C'est jamais tourner que vers soi-même, entendu comme un individu unique et séparé. C'est toujours impacter un réseau très complexe d'interactions. Et c'est précisément la raison pour laquelle l'approche systémique fait particulièrement sens quand il s'agit d'étudier l'humain. Nous sommes des êtres en interaction constante avec notre environnement. Et toute modification sur le plan individuel, aussi infime soit-il, aura des conséquences sur le collectif. Avoir conscience de cette possibilité qu'on a de changer la donne pour les autres en changeant d'abord la manière dont on vit soi ou dont on ressent les choses ou dont on réagit. En fait, c'est essentiel parce que c'est le seul levier qu'on a. Sinon, on se plaint en permanence les uns des autres, c'est tout. Et on souffre de sa propre impuissance. Or, on n'est pas tenu de rester dans cette impasse. Il est possible, justement, de trouver les leviers qui vont lentement, pas à tous les coups, pas une fois pour toutes, changer soi-même et les autres. Cette idée est fondamentale. Travailler sur soi, c'est déjà agir sur le monde. Mais encore faut-il oser se montrer humain, oser reconnaître nos fragilités, et c'est précisément la conclusion de Maxime. En fait, la mise en partage des vulnérabilités, c'est l'une des choses qui rend le plus puissant. Il faut le savoir, en fait. Même ceux qui sont très bons à l'école, par exemple. Moi, j'étais très, très bon à l'école. Mais pourquoi j'étais bon à l'école? Parce que j'avais pas peur de mes faiblesses. On dit toujours, on a une vision des forts comme étant des forts en un sens musculaire. Mais c'est pas du tout ça, la force. La force, c'est tout à fait autre chose. C'est une sorte d'absence de peur face à ses faiblesses. C'est ça la force. Et quand on a cette absence de peur ou que, disons, on arrive à surmonter sa peur, et ben en fait, on la met en commun et quand on la met en commun, bah, du coup, on la surmonte la faiblesse et du coup, on est capable de développer plein de choses et du coup, bah oui, ceux qui réussissent les concours et qui ont des bonnes notes, etc., bah bizarrement, ils ont travaillé ensemble le week-end et bizarrement, ils ont partagé leurs notes de cours et puis etc. Donc, ce qui est vrai dans l'enseignement, bah, c'est aussi vrai dans la vie, c'est-à-dire que plus on va mettre en partage sans avoir trop peur de notre vulnérabilité, plus on va rencontrer la vulnérabilité des autres et plus ensemble on arrive à les surmonter. J'aime particulièrement ce petit passage parce qu'il réunit, tel le yin et le yang, deux qualités que notre imaginaire collectif a tendance à opposer. La force, qu'on associe le plus souvent au genre masculin, et la vulnérabilité qu'on attribue davantage au genre féminin. Ici, Maxime réconcilie ces deux polarités genrées. Affirmer que la force, c'est justement la capacité à embrasser ses vulnérabilités. C'est pour moi un message profondément symbolique et porteur d'espoir. Parce qu'au fond, se connaître soi-même, c'est accepter tout ce que l'on est, ses contradictions, ses fragilités, ses vulnérabilités, mais aussi ses ressources, ses forces. Et c'est sans doute dans cette réconciliation-là que commence vraiment l'apaisement et la transformation. Et l'apaisement, c'est précisément ce que peut vous apporter une psychothérapie.
se reconnecter à soi pour mieux se connecter aux autres et au monde qui nous entoure. Je remercie chaleureusement Maxime pour cet échange. Il a su poser des mots clairs sur les raisons qui m'animent dans le cadre de ce projet de podcast. Vous venez d'écouter Connais-toi toi-même, une série du podcast La Psy c'est pour les fous.